Voilà, voilà. Bonsoir les amis, bienvenue à tous et à tous sur Terre 2 TV. Je suis très content de vous recevoir à nouveau ce soir pour une nouvelle émission, une émission que vous allez sans doute apprécier, vous allez voir. Comme d'habitude, je vous remercie de l'accueil que vous aurez. Vous allez voir, c'est un peu bizarre, je parle dans le passé et dans le futur en même temps, que vous aurez réservé à Patrick Drouot par rapport à cette fantastique interview qu'on aura fait auparavant. C'est un grand sage et je suis sûr que vous saurez apprécier pas son grand âge, mais ses grandes connaissances qu'il nous a gentiment commencé à dévoiler parce que je pense qu'on se prépare de nouvelles émissions avec Patrick. Alors pourquoi je dis dans le passé, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer cette émission au mois de novembre. Je vous ai quand même mis la déco Noël Nouvel An, vous voyez les amis quand même. On reste un petit peu dans l'ambiance, mais on est en train d'enregistrer à mi-novembre cette émission avec Chantal Rialan. Bonsoir Chantal, Bonsoir Sylvain et merci beaucoup de m'avoir invité. très content de te recevoir sur Terre de TV à nouveau. On explique que tu habites toujours du côté... C'est New York? Je sais Non, plus. non, j'habite Los Los Angeles. Angeles, New York, c'est... oui, c'est une de nos prochaines invitées. On va avoir la communication animale avec elle, mais comme ça vous savez qui c'est, les amis qui voient à peu près de qui je parle. Donc oui, Los Angeles, et comme tu peux pas être disponible jour et nuit tout de même, on a réussi à se trouver un petit créneau pour enregistrer ça. Et on s'est pris un dimanche, les amis. Franchement, si on ne fait pas ça bien pour vous, en tout cas, moi, c'est un plaisir de te recevoir. La dernière fois, on avait parlé d'amour, et quelque part, malgré le titre d'aujourd'hui qui est Que faire en temps de crise, on va quand même parler d'amour. Bien sûr. Et avant de redémarrer, j'aimerais, pour ceux qui te voient pour la première fois, je ne sais pas comment vous avez fait, les amis. Franchement, vous avez mal cherché. Vous auriez trouvé Chantal. Franchement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui t'ont jamais connu? Oui, bien sûr. Je suis psychothérapeute et puis je suis aussi psychogénéalogiste, spécialiste de l'influence de la famille sur nous et surtout comment la gérer. Et puis je suis aussi coach spirituel. J'ai plusieurs livres et je consulte en français parce que mon anglais est loin d'être suffisant pour consulter. Je consulte en français sur Skype avec la France et d'autres francophones dans d'autres pays, dont le Québec. Dans le Québec, ouais, dans le Québec où je suis, donc ça nous fait une émission. France, Québec, États-Unis aujourd'hui. On commence à avoir l'habitude. On était au Mexique la semaine dernière, pour tout dire. Pour tout te dire, dans le vrai temps, j'étais avec Carmen de Sèvres, on était au Mexique. Maintenant, on est à LA, que demande le peuple. Alors, Formidable. Chantal, la crise. Alors, la crise, c'est un domaine que je connais parce que, comme je te l'ai dit avant, j'ai passé mon mémoire, un diplôme interuniversitaire en qualité hospitalière. Et mon mémoire, c'était sur la gestion de crise. Tu vois, j'essayais avant tout de gérer les miennes de crise, mais c'est parce que mais c'est toujours intéressant de voir comment gérer une crise. Et s'il y a une chose qui est un petit peu difficile dans les crises, c'est l'étape 1. C'est d'abord de définir c'est quoi une crise. Alors, j'aimerais que tu me dises c'est quoi? Quelle est la définition d'une crise? Alors, il y a plein de différentes crises. La crise dont on va parler aujourd'hui, c'est la crise dont on parle dans les médias. C'est la crise qui fait que, en faisant des courses, on dépense plus d'argent. C'est la crise qui fait craindre qu'il y ait une récession économique. Mhm. Et bien sûr, il y a plein d'autres crises. Et comme tu le dis très justement, on a plein de crises personnelles aussi, qui ne sont pas forcément des crises d'ailleurs, mais qui sont des changements. Ouais. Et la première des choses à faire, c'est prendre conscience que des crises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Alors, on va regarder un petit peu parce que dans cette émission, tu vas nous décrire 8 étapes qui vont nous permettre un petit peu de nous en sortir. Et si j'ai envie de peut-être de compléter, de dire la crise, elle a une caractéristique, on est dans une crise particulière, Chantal, je ne sais pas si tu es d'accord, parce que c'est une crise lente. D'habitude, la crise, c'est souvent un aspect, on s'y attend pas. Churchill, il avait dit, je n'ai pas le temps pour une crise, j'ai autre chose à faire. Et la crise, elle intervient toujours à un moment où elle nous déconnecte et hop, un truc semble nous tomber dessus. Et comme tu l'expliques, effectivement, là, on n'en est pas à notre première crise. Absolument. Et en l'occurrence, c'est une crise lente, tout à fait. Hmm. Mais
nous sommes sur Terre pour expérimenter et pour évoluer. Donc les crises font partie de l'expérience terrestre et les crises font partie de notre évolution. Ouais. Donc la première des choses, ne nous désespérons pas. Pardon. Ah, On est quand même loin des dinosaures. ouais. Et plus au Moyen Âge, on a quand même évolué quand même depuis. On a évolué, mais pas notre mental quelque part, parce que tu sais que le processus qui génère le stress dans notre corps physique, au départ, c'était fait pour nous sauver d'une attaque de lion, c'était pour qu'on court plus vite. Absolument. Sauf C'est qu'aujourd'hui, on a gardé les mêmes réflexes quand on reçoit une feuille des impôts, faut le faire. Et oui, Donc en fait, notre corps, il réagit à des réflexes quand même archaïques, quoi. ouais. Ouais. Tu vois, Il y a on a peut-être évolué, on a des beaux décors derrière, mais notre corps, il continue à marcher et à réagir de la même manière. oui, mais on a quand même la méditation. Ah. Il y a quand même des moyens maintenant. Puis il y a les émissions de Sylvain. Oui, et puis peut-être qu'à la préhistoire, il y avait des gens qui méditaient, j'en doute pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu le dis, on n'est plus au Moyen Âge, on n'est plus au temps des dinosaures, où effectivement, les crises étaient choses courantes entre les famines, les guerres, etc., qui étaient récurrentes. C'était quand même une époque Au particulière. Moyen Âge, l'espérance de vie, elle était de 35 ans, Oui, à 42 ans, on était considéré déjà comme un ancien. Oui, si on n'était pas mort. ouais, Et si on n'était pas mort, dans des conditions assez terribles. Alors, dans ton travail, Chantal, enfin dans ce que tu nous proposes, tu as déclaré 8 étapes qui nous permettent d'avancer. Et puis, la première que tu nous proposes, c'est de ne pas nous laisser envahir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui et- fait qu'on se laisserait envahir? et surtout ne pas se laisser envahir par la peur. Alors, nous vivons dans une époque, vive la technique, où nous sommes au courant immédiatement de toutes les nouvelles du monde. Formidable. Parce que quelque part, ça nous donne quand même la sensation, le vécu que nous sommes tous ensemble. Ça correspond, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à la maison 11, que j'appelle la maison du Dalai Lama, parce que c'est la maison des médias, de, de l'écologie, de l'amour plus fraternel, plus universel par rapport à la maison 5 qui est l'amour plus personnel. Mhm. Et nous, nous faisons tous partie maintenant d'un ensemble. Maison, c'est la maison de la fraternité. Nous sommes tous ensemble. Alors, c'est formidable, mais en même temps, c'est très anxiogène. D'autant que les journalistes sont persuadés, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on voit par exemple les milliards de gens regardent les mariages royaux, je ne sais pas pourquoi les journalistes sont encore persuadés que plus les nouvelles sont effrayantes, plus elles sont écoutées. Ouais. C'est vrai dans les réseaux sociaux. Pendant le Covid, la Covid, on aurait pu espérer que tout ça nous donnerait un sentiment de communauté, qu'on s'entraiderait, qu'on consommerait autrement, que ben, on a eu une avalanche d'idées préconçues, parce que personne ne connaissait vraiment le fond de l'histoire. Oui. On a été inondé de, de haine, de je suis contre, je suis pour, je suis contre, je suis pour, je suis contre. Relax, c'est pas ça. Donc ne nous laissons pas envahir par la peur. Finalement, nous naviguons constamment entre la peur et l'amour. Par exemple, la haine, c'est de la peur de l'autre. On se méfie, on se protège. La colère, c'est de la peur. Je n'arrive pas à convaincre l'autre, par exemple, donc ça me met en colère. Ou je ne suis pas aimé comme je voudrais, donc ça me met en colère. Tout ça, c'est de la peur. La tristesse, c'est de la peur. L'angoisse, bien sûr, c'est de la peur.
Et les insomnies, c'est souvent aussi de la peur. À l'inverse, l'amour, on avait dit qu'on parlerait d'amour, Absolument. eh bien, à l'inverse, l'amour est générateur de tous les sentiments positifs. L'écoute, le non-jugement, le dialogue, la compréhension, l'entraide, le partage. Tout ça, c'est Tout ça, c'est l'amour. et tout ça, ça nous fait du bien. Ah bah j'espère bien. Donc, effectivement, les médias ont une fâcheuse tendance à nous mettre sous contrôle parce que la peur, elle nous rend dépendants aussi quelque part. Elle crée une certaine dépendance. On finit par attendre la prochaine bonne nouvelle, tellement tout est terrible. Tout Ah, c'est est... vrai qu'en ce moment, je suis quelqu'un de très positif, mais en ce moment, quand on regarde les nouvelles, c'est quand même un peu difficile d'en trouver des sympas. Hmm. Bon, heureusement, j'adore aux États-Unis le journal télévisé que je regarde, il termine toujours par quelque chose de positif. Ah, Ça, intéressant. Intéressant. Alors la peur et l'amour, on en avait parlé la dernière fois, et on se souvient que la peur, son premier atout, entre guillemets, c'est peut-être ça qui fait qu'ils arrivent, c'est qu'elle sépare. L'amour réunit et la peur, elle sépare. Et plus tu sépares, bah, plus tu te sens seul. Plus tu te sens seul, plus tu as l'impression que... bah, je vais me répéter, mais plus tu as l'impression que personne ne va venir t'aider. oui, tout à fait. Sauf, c'est à ce moment-là que tu deviens dépendant de celui que tu regardes. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans ta deuxième chose, tu dis, ben, vous laissez pas justement polluer comme ça par ceux que vous regardez en attendant un sauveur. Ben, beaucoup de mes patients, en France et ailleurs, Hmm. me disent je ne regarde plus les nouvelles. C'est tout à fait respectable. Oui. Personnellement, moi, je préfère ne pas regarder en boucle les nouvelles. Ouais. Et j'aime quand même bien connaître les nouvelles. Mais c'est pas la peine de regarder en boucle ou d'écouter en boucle la radio. Veillez à ne pas vous laisser polluer. Oui, parce que le regarder en boucle, ça crée une espèce d'hypnose négative en fait. Combien de fois ça m'est arrivé au cours des 30 années de dire à des, des amis ou des patients qui étaient dans une région ou en vacances ou ailleurs où il y a une catastrophe, leur dire mon Dieu, comment ça s'est passé? Et qui me disaient, ben non, c'était très localisé. Mais alors on a l'impression que tout est détruit. Oui, c'était pareil ici. C'est la dernière fois qu'il y a eu une tempête au Québec, tout le monde m'a appelé en me demandant si j'avais décollé avec les arbres. Ouais, non, mais c'est un peu particulier. Mais ça vient aussi, malheureusement, Chantal, de l'époque où on a aujourd'hui des chaînes d'information en continu, qui ont tendance, évidemment, on continue à te répéter la même chose. De notre temps, on n'est pas si vieux que ça, ni toi ni moi. Mais on avait le journal de 20 heures et terminé, quoi. Ça durait une demi-heure et après on passait à autre chose. Mais maintenant, tu peux regarder les nouvelles matin, midi et soir, les mêmes, quand on ressasse 10 fois. C'est Puis effrayant. on a aussi les nouvelles par ordinateur, par email. Ouais. Ouais, bah oui, j'avais oublié cela. Oui, 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 effectivement, il y a les nouvelles par Mais email. ah, Plus les gens qui commentent les nouvelles et les gens qui commentent la nouvelle de la nouvelle de la nouvelle de la nouvelle. Donc ne pas donc comme tu dis, rester informé mais pas surinformé, quoi. voilà, et surtout que c'est toujours la même chose. Hein. Oui, Ils ont le temps de fabriquer des nouvelles nouvelles ça, on est d'accord. tout le temps. Hein. On a Donc, remarqué avec la Covid qu'ils ont cherché des spécialistes chez les mecs qui n'avaient rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir une autre opinion. La troisième chose que tu nous proposes, c'est de nous implanter dans l'instant. le secret, un des secrets du bonheur et de la paix intérieure, c'est vivre le moment présent. Parce que ce futur dont on craint, mais ça va être une succession de moments présents, hein. Ouais. Ça va être autre chose. Donc, le moment présent, c'est notre seule richesse. N'anticipons pas des scénarios catastrophes, c'est terrible. Parce que
encore une fois, l'avenir est fait d'une succession de moments présents et qui vivra verra. Oui, Très souvent, alors, il y a deux choses. Quand on envisage du négatif, on crée du négatif. Et en même temps, très souvent, on imagine des choses terribles qui n'arrivent jamais. Donc, penser négativement, c'est créer du négatif, c'est à fuir. Mais très souvent, on empire les choses et on va la gérer, cette crise, comme tout. oui. On est entre Noël et Nouvel An, enfin, l'émission sera diffusée L'émission est entre Noël et Nouvel An, ouais. Nouvel Mm. An. On ne sait pas ce qui se passera d'ici là. Ah, on ne sait pas, ça vient juste à cette heure-ci, on n'existe même plus, nous, on sera virtuel. Mais bon. En tout cas, ce que tu nous dis, c'est posez-vous déjà la question, là, ici, maintenant, ça va. Donc, en gros, tu es en train de nous dire, là, ça va. Est-ce que je suis dans l'appréhension? Dans quoi je suis, quoi. J'ai un patient que j'aime beaucoup, qui vit à New York, qui est français et qui a une très belle situation et qui me disait la crise. Vous n'avez pas perdu votre travail, vous avez un très bon salaire. La seule chose, vous ne pouvez pas vendre votre appartement à Manhattan parce qu'il est dans un quartier où ça ne prend pas de valeur actuelle. Donc, vous êtes obligé de le garder pendant un certain temps si vous ne voulez pas perdre d'argent en le vendant. Cet appartement, vous l'aimez. Vous ne pouvez pas le vendre, vous l'aimez. C'est quand même pas la catastrophe, vous n'êtes pas SDF. Et il me disait lui-même, mais ça va bien. Mais c'était plus fort que lui, en boucle. Mais la crise. Et à chaque fois, reprenons les choses. La crise, pour l'instant, vous n'êtes pas touché. Ouais, ouais. Et puis tu l'as dit aussi, ces médias qui nous disent on va rentrer en récession, on va rentrer en récession, on va rentrer en récession, et des gens qui savent pas trop de quoi on est en train de parler là, qui se disent ça va être terrible, ça va être terrible. On parlera tout à l'heure de, tu verras dans les questions-réponses que j'ai dû imaginer de ça. Je vous fais le journal télévisé américain. Moi qui vous dis de ne pas vous laisser polluer par les nouvelles. Aux dernières nouvelles, Hmm. la crise, on éviterait la crise. Et l'emploi tient le coup, malgré énormément de licenciements dans la tech. Hmm. Mais l'emploi tient le coup. La bourse a remonté. Je ne sais pas trop ce que c'est que la bourse. Moi, je ne comprends rien. Mais je crois qu'on a évité le drame. Parce que ici, aux États-Unis, les médias nous expliquent très bien que la Banque centrale a remonté les taux. Ouais. C'est la 7e fois qu'elle le fait. Ce n'est pas sans danger parce que en remontant les taux, ça fait que les crédits immobiliers notamment sont plus chers, Ouais. que tout est plus cher si vous achetez une voiture, si vous dépensez vos cartes de crédit, ce qui est très fréquent ici. Donc, tout l'art était d'essayer de balancer entre on augmente les taux pour diminuer la consommation, mais sans engendrer une crise. Je ne suis pas économiste, je C'est, répète. c'est quelque chose que nous on connaît, toi et moi, parce qu'on est en Amérique et Amérique du Nord, donc les cartes de crédit en France, il n'y en a pas tellement. Et il faut savoir, les amis, je vous le dis, mais en Amérique et Amérique du Nord, la plupart des gens qui prennent un crédit, ils le prennent à taux variable. Donc dès que les banques centrales augmentent le taux, eh ben, leur taux augmente et ils se prennent des Ah, charges pas complémentaires. d'immobilier. Ouais, et notamment au Canada, en ce moment, le crédit immobilier, le taux est tellement haut que les gens arrivent à peine à payer, ils payent même plus de capital, ils payent plus que des intérêts et il y a pratiquement plus de capital sur la maison. Et c'est ça qui fait que c'est tendancieux, on peut en mettre un peu effectivement pour limiter les consommations, et en tout cas en Amérique, essayer que les gens ils arrêtent parce que c'est le jeu à la mode, moi j'ai jamais vu ça, mais au Canada je le vois. La carte de crédit est un jeu à la mode, c'est-à-dire que tant qu'on peut, on dépense mais il y a un moment, il faut rembourser. Et pour éviter que les gens, justement, se surendettent, on leur dit, attention, si vous dépensez, ça va vous coûter beaucoup plus cher. J'explique le phénomène pour les Européens, hein, parce que tout le monde ne comprend pas cette histoire de carte de crédit ou comment les marchés de l'immobilier peuvent s'effondrer en Amérique.
la mentalité par rapport à l'argent en Amérique du Nord n'a rien, rien, rien à voir avec la avec France. la mentalité française. On est d'accord. Aux États-Unis, votre santé financière, elle est basée sur votre capacité à emprunter et à rembourser. Et si vous n'empruntez pas, vous n'existez pas. Alors attendez, emprunter, vous pouvez très bien payer le mois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du crédit. Ouais. Vous pouvez payer avec une carte de crédit et rembourser chaque mois, donc vous n'êtes pas en dette. Voilà. Ouais, c'est des notions de crédit score qui sont pas encore très connues en France. En France, vous Ce pouvez qui est aller compliqué parce que tu vois, mon crédit score, on est entre nous, personne nous écoute. Mon crédit score, il a baissé parce que j'ai pas fait de crédit, figure-toi. Donc, il a baissé. C'est-à-dire que le fait que je paye cash et que je ne m'endette pas, ici, c'est presque dévalorisant. Ils préfèrent que vous preniez de l'argent et que vous remboursiez tu que de ne pas verras, le prendre. tu verras parce qu'à long terme, moi, ça m'aide bien pour mes impôts. Banque America me fait du crédit gratuit d'une certaine somme conséquente pendant un an. Et ça m'a toujours aidé. Cette année, je crois que je vais pouvoir m'en sortir sans, parce que j'ai payé moins d'impôts parce que l'euro s'est Ah, effondré. Donc tu vas voir. ça va le faire. Allez, on revient en Europe, Chantal. On va en être à la quatrième chose qui est intéressante pour sortir de la crise. Et c'est tout simplement la gratitude. Alors, cette Ah, fameuse gratitude, oui. on a tendance à l'oublier. Mais je vous assure que si vous le faites, ça change votre vie. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Vous vous réveillez le matin en remerciant pour les cadeaux que vous avez de la vie. Et ça vous fait prendre conscience que vous en avez beaucoup. Seulement, le problème, surtout en France, il y a quand même une civilisation de je râle, Ouais. je me plains, j'ai pas ci, j'ai plus ça, c'est l'horreur. Eh bien, c'est faire machine inverse. La gratitude, c'est se dire. Personnellement, comme je vis dans une zone sismique, la première chose pour laquelle je remercie, c'est qu'il n'y ait pas eu de tremblement de terre. Et il y a plein de choses pour les remercier, justement. Donc, faites-le. Et le soir, faites-le quand vous vous couchez. Remerciez pour toutes les choses que vous avez vécues de chouettes dans cette journée. Et même parfois, les pas chouettes, les plus difficiles, elles ont été là aussi pour vous apprendre quelque chose. Donc, la gratitude, vous vous rendez compte qu'actuellement, on nous programme à avoir peur de ce que nous risquons de perdre. Il va y avoir des coupures de courant. Il va y avoir des coupures d'eau chaude. Il va y avoir des coupures de gaz. Il y a eu une crise de l'essence. On a survécu. Donc, et puis il y a un grand secret. Réfléchissez tranquillement à qu'est-ce qui vous donne vraiment de la joie. Et bien, vous verrez que la plupart du temps, c'est pas lié à l'argent. Oui, même si on prend dans le passé, si on demande aux gens qu'est-ce qui dans ta vie t'a marqué, qu'est-ce qui a été un événement important, c'est rarement lié à l'argent, effectivement. C'est rarement lié au pouvoir aussi. C'est souvent relié à la surprise, à la rencontre, à des choses Au qui nécessitent partage, rien. à l'amour, au bon Hmm. moment. En plus, je suis émerveillée parce que, regarde, on fait une émission, en plus en différé. C'est incroyable la technique que nous avons actuellement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai plus de voiture. J'utilise Uber, plutôt Lyft, peu importe. Hmm. Euh, C'est quand même formidable parce que c'est grâce à ces petits téléphones portables, mine de rien, à condition de ne pas avoir le nez tout le temps dessus. Oui. C'est grâce à tous les ordinateurs comme on faisait. Google, ok,
ils nous surveillent, rien n'est parfait. Mais quand on a besoin d'un renseignement, tac, 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 vous avez le renseignement. C'est quand même incroyable. Et vous avez le renseignement gratuitement. Ouais. C'est Rapidement, gratuitement, pas toujours juste, mais il y a moyen de faire son enquête. c'est pas du tout avant. Alors, tu sais, par rapport à la joie, quand on parle, Chantal, j'imagine par rapport à la gratitude, comme on n'a pas de questions-réponses à la fin, je peux peut-être en caser une ou deux en cours de route. Il y a quand même des gens qui vont dire, oui, mais enfin, vous êtes gentil, Madame Rialan, moi je suis couché dans mon lit, je suis malade la moitié de la journée, ça va pas trop bien, je suis pas en forme, j'ai plus d'argent, mon mari m'a quitté, et vous me demandez d'être en joie, mais vous voulez que je sois en joie, pourquoi? J'imagine la râleuse, voilà, le bon Vosgien comme je suis aussi râlerait aussi, mais Je, tu lui dis quoi à celle qui pense qu'elle n'a aucun motif de joie? eh ben, que le problème, c'est qu'elle se rend malheureux toute seule. C'est ça, c'est embêtant. Parce que pourquoi je parle de gratitude? Pour être plus heureux. Tu sais, Sylvain, on est sur Terre, euh, c'est pas facile, c'est une sacrée école. Hein. On est là pour expérimenter. La seule chose qui ne nous fasse pas souffrir, c'est l'amour universel. Qu'est-ce que c'est l'amour universel? C'est l'amour qui n'attend rien. Mais c'est très difficile à vivre, l'amour qui n'attend rien. J'ai souhaité il y a 4 jours un bon anniversaire à un ami américain. Ouais. Il m'a pas répondu. Et ben ce matin, j'étais furieuse. Ah bon? Oui, quand même, il aurait pu me répondre, il est Ah, gonflé. oui, merde. Et puis je me suis dit, mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te mettre en colère? Parce que c'est de la peur. C'est la peur finalement, il en a rien à foutre de moi, il m'aime pas. Oui, puis C'est- souvent on fait ça quand on connaît pas le contexte, on sait pas s'il l'a lu, s'il l'a pas lu, s'il avait autre chose à faire. Et puis, si je veux développer de l'amour universel, ben il faut que j'apprenne, parce que je suis en chemin, comme vous tous, comme nous Hmm, tous, hmm. à, à vivre l'amour universel qui n'attend rien. Finalement, le plaisir, je l'ai eu en lui envoyant son email d'anniversaire. Voilà. Merveilleux. Oui, parce que On peut travailler sur soi. Parce qu'on est sur Terre, on est bien d'accord que le seul amour qui ne fasse pas souffrir, c'est l'amour universel. Mais sur Terre, on n'est pas dans l'amour universel. On peut tendre de l'être. hmm, On va pas se raconter des histoires. L'amour de notre famille d'origine, c'est pas de l'amour universel. Non. non, alors ce que tu appelles universel, certains disent amour inconditionnel, mais Voilà, voilà, amour inconditionnel. Voilà. et il est forcément un peu conditionné dans le monde humain, mais on est dans un monde duel aussi, c'est-à-dire que on a Exactement. toujours cette fameuse aiguille du bien et du mal qui penche à droite, qui penche à gauche, dont le centre bouge régulièrement. On sait plus trop où on est là-dedans. L'amour avec nos enfants, ben, quand on a des soucis avec eux, c'est pas comme quand ils sont brillants à l'école. Hein. Ouais, c'est pas la même limonade, comme on dit. Alors, L'amour inconditionnel avec un conjoint, ben mon chéri, ma chérie, t'es libre. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Bon. Donc, au fond, être heureux, c'est la meilleure école, mais c'est la chose la plus difficile du monde. Donc, pourquoi je parle du bonheur? Je dis souvent à mes amis, au fond, moi, mon métier de psy, j'ai essayé toute ma vie d'essayer de faire que les gens ne fassent pas leur propre malheur eux-mêmes. Voilà, voilà ma mais c'est définition. vrai que ça pourrait faire l'objet même d'une autre émission. T'inquiète pas, ton téléphone, il dit juste qu'il est d'accord avec nous. Mais euh, l'objet d'une autre émission, c'est cette faculté qu'on a à s'auto-saboter aussi. Ouais, On est incroyable. Carole, elle a raison, ma petite femme. Elle me dit souvent, si tu mettais la même énergie dans le positif que tu la mets parfois dans le négatif, je mets les deux, évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que raison, Carole, absolument.
absolument. Si on mettait la même énergie à être heureux qu'à celle pour se tracasser, la face du monde changerait, hein. Ouais, moi je suis un anxieux, j'ai pas l'air les amis, mais je suis très anxieux, il y a beaucoup de choses qui me rendent anxieux. Mais bon, quand je discute avec mes copains là-haut du ciel, là, ça se passe un peu mieux. La cinquième chose que tu nous proposes pour aller mieux, et là tu es la grande spécialiste, je vais même en profiter pour marquer, parce que pour parler de tes livres quand même, tu nous proposes d'aller jeter un œil dans notre psychogénéalogie. Mais je vais quand même en profiter pour dire que la psychogénéalogie, tu la maîtrises parfaitement parce que tu en as été une des précurseuses françaises. Et tu as proposé, tu as écrit des livres. Cette famille qui vit en nous, ça a été un best-seller, ce livre-là. Tellement de gens qui l'ont lu pour comprendre que justement, on est un petit peu, selon l'endroit où on habite et le contexte, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en route. Tu as écrit Vivre mieux grâce à la Pardon, psychogénéalogie. Pardon? pardon, excuse-moi, Oui. Sylvain. Le Ouais, livre est paru en 1994 ouais. et à l'époque, personne ne connaissait ce que c'était que la psychogénéalogie. On savait qu'on avait un inconscient familial, merci, un inconscient personnel, merci Freud. Mm. On savait qu'on avait un inconscient collectif, merci Jung, mais on n'avait pas réalisé qu'on avait aussi un inconscient familial. Et que l'influence de notre famille, c'est pas uniquement papa-maman, c'est aussi nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos oncles et tantes et nos grands-parents. Ouais, C'était, et même au-delà de ça, mais souvent on ne peut pas remonter aussi loin. Alors, je m'empresse de dire quand même qu'il y a eu des déviances après sur la oui. généalogie. Le monde n'est pas parfait. Ouais. Alors, j'ai des emails de gens qui me disent, je voudrais faire ma psychogénéalogie, souvent en une séance, je n'ai pas la baguette magique, et ils espèrent qu'ils vont trouver un secret, quelque chose de caché, et que tout d'un coup, ça va être génial parce que ça va régler tous leurs problèmes, ils n'auront pas à travailler sur eux. Alléluia. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Mm. Ouais, tu sais, j'ai le même problème avec les vies antérieures, hein. Des gens me disent, ils vont chercher ce qu'ils ont fait dans une vie antérieure parce que ça va leur expliquer pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui, etc. Alors que ben, notre vie actuelle, elle est là, elle est le fruit aussi de nos vies antérieures. Ouais. Ouais. Alors, dans cette psychogénéalogie, attends, il y a du mal pour le psychogénéalogie, on va y arriver, en temps de crise, comment on s'en sert? Comment nos parents géraient les crises. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? C'est pas si loin psychogénéalogiquement, la dernière guerre mondiale. on a tous des grands-parents qui ont connu ça, oui. Comment était leur attitude? Comment était leur attitude par rapport à l'argent? On parlait tout à l'heure de la mentalité américaine qui est totalement différente, mais en France, souvent, il fallait économiser, il fallait surtout pas prendre de plaisir avec l'argent. Et il fallait avoir un petit matelas en cas de problème, en cas de crise. Hmm. Il faut dire aussi que dans la mémoire collective, les congés payés, par exemple, ça n'a été qu'en 1936. Moi, j'ai eu un grand-père malade, ben, il n'y avait pas d'aide. On a beaucoup progressé dans l'aide sociale. Mais on a encore ce marquage dans beaucoup de familles où il faut avoir peur de l'avenir, prendre ses précautions, et il ne faut surtout pas dépenser de l'argent pour son plaisir. On vient dépenser, c'est très mal. C'est dommage, parce qu'on n'est pas fait pour thésauriser, on est fait pour être prudent, mais on est fait aussi pour profiter de la vie, et ça fait partie du bonheur. Ouais, donc une épargne, oui, mais pas une épargne sans s'épargner, j'allais dire. Autrement, c'est Oh, pas c'est s'épargner. joli ça, Ouais, j'aime beaucoup. ouais. Une épargne sans s'épargner. Il faut quand même vivre correctement parce qu'il y a ces réflexes de guerre aussi de nos grands-parents ben, on le voit même, pas seulement, on le voit pas avec l'argent, on le voit aussi avec la nourriture. Ou, en ce moment, la question qu'on pose le plus, c'est combien de mois de stock les gens doivent mettre de côté en nourriture. Bon, ça peut être bien, c'est toujours bien d'en avoir un peu de côté, mais j'allais dire, prévoyez pas la guerre. Si vous prévoyez la guerre, vous êtes en train de la créer. Donc, Bien sûr, bien sûr.
Et puis à propos de la guerre, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre alors que nous sommes en guerre contre nous-mêmes et Oui, que nous sommes souvent en guerre contre les autres? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre qui se concrétise? d'accord, Très, très important aussi, euh, faire attention de ne pas nourrir la haine. C'est le méchant qui fait la guerre. Plus complexe que ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'accord. essayons par tous les moyens de ne pas amplifier la haine. Donc, on est encore dans une répétition de schéma. Dans la psychogénéalogie, on parle là avec toi du côté négatif, mais aussi, elle peut aussi être positive dans notre psychogénéalogie. Bon, si nos parents avaient peur de tout, Oui, si ils voyaient tout en noir, si il y a énormément de patients qui ont été éduqués dans faut se méfier de tout. Quand je me plains de tout, tout est dramatique, tout est négatif. Bon. à l'inverse, tu es en train de dire que si nos parents ont été positifs ou si nous on est positif avec nos enfants, on crée des enfants un peu plus résilients. Si on nous avait dit aie confiance, tu es sur Terre, tu as une mission, tu es là pour évoluer, tu es là pour aimer, tu es là pour aider, tu vas réaliser quelque chose sur Terre. Et tes guides sont là pour t'aider. Ta famille, on est là pour t'aider, et tes guides sont là pour t'aider. Tu vas te réaliser. Aie confiance. Et face aux difficultés, tu t'en sortiras toujours. N'aie pas peur. Ben, évidemment, c'est plus facile. Ouais. Donc on n'est déjà pas tous égaux, rien qu'au point de vue de l'éducation, sur la gestion de crise, c'est-à-dire sur notre manière de gérer les crises, parce que c'est vrai, tu es en train de dire en gros que on se réfère toujours à comment aurait fait papa et comment aurait fait maman, si je devais faire une mauvaise synthèse. Écoute, en même temps, la plupart des gens qui aident les autres, notamment les psys, n'ont pas toujours une famille la plus adéquate. Je cite souvent Françoise Dolto. Alors elle avait fait fort dans le choix de sa famille. Elle avait une maman très catho. Et malheureusement, cette dame avait perdu une fille et s'était jamais remise de ça. Alors, elle disait à sa fille Françoise, c'est ta faute si ta sœur est morte parce que t'as pas assez prié. Super. Et pire encore, j'aurais bien préféré que ce soit toi qui sois morte à la place de ta sœur. Sûr. Ben oui, mais Françoise Dolto, son âme avec ses guides, avait choisi une mère comme ça parce qu'elle a créé la psy pour enfants qui n'existait pas. Comment est-ce qu'elle aurait créé la psy pour enfants si elle avait eu une enfance bisounours? Ouais. Pour autant, au début, elle a répété un peu le schéma, puisque son fils, qui était Carlos, le chanteur, a dit que sa maman, dans les jeunes âges, dans son jeune âge, était pas. Elle répétait le schéma au départ. Elle a changé après, elle a bougé, mais au départ, c'est vrai qu'elle a elle-même répété le schéma. Ouais. Surtout qu'il n'y avait pas la psychogénéalogie à cette époque-là. Non. Alors non, bah, oui. Je dis oui et non, je suis en train de chercher si le côté freudien, c'était surtout papa-maman. C'est vrai qu'on n'allait pas forcément très très loin, quoi. Oui, le côté freudien, le côté jungien, c'était essentiellement papa et maman. Hmm. Ça a été très peu les frères et les sœurs, les oncles et tantes, etc. Alors, dans cette psychogénéalogie, on voit qu'on peut créer des outils pour nous, mais on peut créer surtout des outils pour le futur, pour ceux qui nous survivent, j'allais dire. On sera encore vivant au moment de l'émission, hein, mais pour ceux qui Plus vont venir après nous. créer de la positivité, plus travailler sur vous-même. À la création de mon podcast, j'ai eu un message d'un monsieur très très sympa qui disait je voulais donner le meilleur à mes enfants et je me suis aperçue avec le temps que la meilleure chose que je pouvais leur donner, c'était de travailler sur moi et pas leur transmettre mes valises. Bravo, monsieur. Oui, ouais, c'est ce que dit Carole.
C'est ce qu'elle disait à sa fille. Elle disait la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de ne pas répéter les erreurs que j'ai faites avec toi. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on peut tous améliorer les choses avec ça. Le problème, c'est que quand on élève des enfants, on a peur. Toujours la même chose. On a peur d'être mauvais parents. On a peur de faire des enfants mal élevés, qui réussiront à rien plus tard, etc., etc. Et la peur nous fait transmettre un enfant. La peur nous fait transmettre le sentiment de l'échec. Un enfant dont on doute, c'est un enfant qui sait très bien qu'il ne satisfait pas ses parents. Donc, il perd confiance en lui. Je ne suis pas assez bien pour satisfaire mes parents. D'accord. Mais comment est-ce qu'on renforce, comment est-ce que tu veux comment cet enfant peut renforcer sa confiance en lui? Quand on a eu des programmations négatives, on prend conscience. Moi, j'ai eu des parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je suis reconnaissante parce qu'ils étaient les parents parfaits pour que je devienne psy. Mais ils n'étaient pas doués en tant que parents, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils se sont fait souffrir, ces gens-là? Qu'est-ce que maman a été malheureuse? Et elle n'a pas pu transmettre autre chose. Qu'est-ce que papa a été malheureux? Et il ne pouvait pas être père. Mon père, ma grand-mère, très catho, à la campagne, en Loire-Atlantique. Mon père était le 11e enfant d'une famille de Hmm. 11. Ma grand-mère avait fait des enfants plus vieux. Euh, et ma grand-mère avait 41 ans quand elle a accouché et elle a failli mourir à l'accouchement. Et elle a dit, si le petit ou la petite, si je m'en sors, et si le petit ou la petite, parce qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque, s'en sort, il sera prêtre ou religieuse. Hmm. Boum. Et ben, c'était un garçon, c'était papa, il a été envoyé au petit séminaire à 5 ans. Et il en est sorti à 17-18 ans. Et il a commis l'erreur aux yeux de ma grand-mère d'être séduit par ma mère. En plus, fille de la ville. Hmm. Alors, elle n'avait pas de dot, elle n'avait pas de terre, elle portait des voilettes avec des talons hauts, et c'était la bête à abattre. Et mon père l'a fait médecine. Et le problème, c'est qu'il a fait médecine comme un sacerdoce. Et il s'est tué au travail. Ouais. Mort à 56 ans. Donc, les chaînes de malheur. Je disais ça, je ne sais plus pourquoi. Bah, en fait, j'étais en train de te dire, mais comment on retrouve la confiance en soi une fois qu'on a eu ce type d'enfance? Donc, merci de nous partager la tienne. Mais j'ai presque envie de dire comment toi, tu as réussi à récupérer finalement une espèce de foi, une espèce de confiance derrière tout ça. Parce que je dis pas que tu partais mal, comme tu l'as dit, c'était parfait pour que tu deviennes ce que Je tu deviens. partais très 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 mal. Bon, bah, c'est pas, on va dire que le départ était pas facile, mais tu t'en sors comment dans ton cas? Ben, je pense que j'avais le sens du bonheur chevillé à moi. J'étais Malgré tout ça, quoi. Il y avait quelque chose en toi, dans la petite furieuse, fille. furieuse d'être née. Furieuse. J'avais pas du tout envie d'être là. Et puis je regardais les gens autour de moi, à savoir mes parents, mes petites personnes. Et je me disais, mais qui est fou? Ils sont fous, ces gens-là. Alors évidemment, c'est un peu lourd à porter, mais c'est pas étonnant que j'ai fait psy, quoi. Et ben, petit à petit, il a fallu que je rame. J'avais pas du tout confiance en moi. On me disait que j'étais moche, on me disait que je réussirais jamais, on me disait que je trouverais jamais quelqu'un à me marier. Donc c'était pas très très sympa. Et il fallait bosser, bosser, bosser pour que je devienne médecin Hmm. comme mon père. Il fallait que je sois interne de Paris parce que mon père était interne de Nantes et il fallait bien être interne de Paris. Ouais. Et j'ai fait psy quand mon père est mort en cachette de ma mère. En Parce cachette? que, en cachette. On peut Parce faire psy en cachette? ben, j'ai pas dit que j'avais changé d'université. Je me Ah, trouvais toujours en médecine. ah, Et à l'époque, il a fallu que j'aille à l'université
l'université en renonçant. C'était très dur à vivre, mais je regrette pas. En tout cas, on voit qu'on peut s'en sortir. Et j'ai envie de dire aux gens qui ne connaissent pas trop, si Chantal, c'est pas le sujet du jour, mais je peux vous assurer qu'elle a un petit site que je vous montre tout de suite là, qui est son mur YouTube, dans lequel vous retrouverez tout un tas de balados dont on va parler tout à l'heure. Ça s'appelle des balados au Canada. C'est des capsules, des, un podcast, voilà. Il y a plein de termes pour la même chose. Et il y en a un que j'aime beaucoup, que je regarde de temps en temps, figure-toi, une fois par an, je regarde le Bye Bye Routine. Je regarde ta vidéo qui s'appelle Bye Bye Routine, que je conseille à tout le monde. Ça dure 1 heure, mais ça fait un bien fou parce que tu donnes dans cette vidéo d'1 heure plein d'indices, plein d'indications qui permettent de dire reprenez-vous, reprenez votre temps, reprenez votre temps, mais là, lisez la vidéo, vous comprendrez exactement ce que je veux dire par là. Et ça permet de se réinvestir un peu soi, de retrouver un peu confiance en soi sans se faire écrasé par le système, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer avec la crise, parce que la crise, finalement, c'est un écrasement un peu plus violent qu'à l'habitude. Mais tu nous donnes plein de clés. Déjà, merci. La 6e chose que tu nous proposes pour sortir de la crise, Chantal, c'est de respirer. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'on peut ne pas respirer? J'ai été un peu bête dans ma question, On mais... respire tous très mal, moi la première. Ah, On- on- et quand on se contracte parce qu'on a peur, on respire encore moins bien. Donc, nous poser, nous respirer, nous centrer, réfléchir tranquillement, se mettre de la musique, par exemple. hmm. Et ce qui est important, il faut comprendre, il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Qu'est-ce qu'on a à craindre, mon Dieu? Il nous arrive 2 choses dans la vie qui sont pas si terribles que ça. La première chose qui nous arrive, c'est ce que nous avons choisi avec nos guides quand nous sommes à Carrefour. Comme j'aime bien rire, y compris en consultation, et j'ai parfois des patients qui me disent mais il est complètement fou mon guide ce soir-là, ou il avait vraiment trop bu, qu'est-ce qui m'a pris? Alors, nous choisissons avec nos guides ce qui nous fait évoluer, rien d'autre. Rien n'est contre nous. Bien sûr que ça va être un travail sur soi, de prendre conscience. Sans prendre conscience, on ne peut rien. Il faut absolument prendre conscience. Et ensuite, essayer de voir en quoi ça nous a fait évoluer. Et une fois qu'on a évolué, en quoi ça nous a été utile et en quoi ça peut être utile aux autres. Parce qu'on est là pour aimer, encore une fois. On est là pour transmettre, aimer, faire une œuvre. Toute modeste. Donc, Une des femmes les plus évoluées que j'ai connues, c'était une dame pipi au métro La Madeleine. C'était une dame des Antilles. Ses toilettes, c'était une nickel. merveille de propreté, ça sentait super bon. Elle avait appris à dire belle journée dans 20 langues. Et évidemment, elle m'avait attirée, cette dame. Elle me disait, mais j'aime ce que je fais. Et puis, je donne du bonheur, je suis contente. Quand je rentre chez moi, j'ai donné du bonheur, je suis heureuse. Il y a cette dame-là. Méfiez-nous, méfiez-nous, méfions-nous beaucoup des jugements. Vous savez, tu sais, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des grands initiés. Alors, ils commencent à s'habiller différemment. Hmm. Ils vous racontent qu'ils n'ont plus d'ego. Parce que si on n'a pas d'ego, on est schizophrène. On ne peut plus dire moi je. Alors, calme. La, la spiritualité, c'est ça. C'est humble. Et cette dame, c'était une grande sage. Et les grands sages, ils sont cachés un petit peu partout. Donc, tu nous rappelles que Alors, il y a comme nos guides avant la naissance, on va regarder le 2e point, mais avant la naissance, on choisit tout. Mais ça veut dire que, et c'est là, on va positiver. Vous avez choisi vos parents, vous avez choisi vos amis, vous avez choisi vos épreuves principales.
Et il y a un tas de gens, quand ils sont comme ça, et que je leur dis ça parce que je leur dis la même chose, et ils me disent, mais comment j'ai pu être con à ce point? Mais il faut comprendre que c'est tout sauf de la bêtise, quoi. C'est tout sauf de la bêtise. Au contraire, c'est un sens initiatique profond. Ouais. Alors parfois, on veut plein de difficultés pour évoluer plus vite. Ouais, mais là-haut, on se prend pour ce qu'on n'est pas, je vais dire, hein, souvent. Et surtout là-haut. C'est pour ça qu'on veut se réincarner, stupide que nous sommes. C'est que là-haut, on n'a pas les sensations charnelles. Ah, Mm. on ne se rend pas compte qu'on choisit une maladie et que ça fait mal, par exemple. Ouais. On n'est plus sur Terre, on est dans d'autres valeurs. Donc forcément, on a un peu oublié ce qu'on choisit, le poids humain de ce qu'on choisit. Et puis, Dieu merci, tout n'est pas... Parce que ça c'est gravé dans le marbre, on ne peut plus revenir. Par exemple, j'ai des personnes qui sont très anxieuses et qui me disent, oh là là, je me fais du souci pour les enfants, j'ai peur qu'il leur arrive un accident. Je dis, respire. C'est quand même rare que des enfants meurent jeunes. Ça existe. Mais si vous avez choisi, si votre compagnon a choisi, et si votre enfant a choisi de partir tôt, vous n'y pouvez rien. La seule chose que vous pouvez, c'est comprendre que la vie sur Terre est un tout petit moment et qu'on a des milliers, centaines d'incarnations. Et le reste, parce que bon, on n'a pas choisi toutes les journées de votre vie, on va vivre en fonction de ce que nous émettons. C'est simple à comprendre. On se lève de bon matin en pleine forme. Ok, tout va bien, on est de bonne humeur. Cette journée-là, même si on a des difficultés, on va les prendre bien. On ne va pas faire toute une histoire des contrariétés. Mhm. Et c'est important de savoir que quand on se lève de mauvaise humeur, on n'est pas obligé de le rester. Par exemple, ce matin, quand je pensais à l'ami qui ne m'avait pas répondu en regardant mon ordinateur, j'aurais pu lui en vouloir toute la journée. Franchement, j'ai autre chose à faire que de me laisser conduire par des conneries. Excusez-moi de la vulgarité. Et c'est important d'essayer de garder notre bonne humeur, d'essayer d'être positif. Parce que si on se lève de mauvaise humeur et qu'on choisit de le rester, alors ça, c'est passeport pour le malheur. Vous êtes assuré d'avoir non seulement une journée exécrable, mais sans doute aussi de vous fâcher avec des gens. Mm. Tu sais, les guides, ils ont l'habitude de me dire, vous n'avez pas forcément le libre arbitre de ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le libre arbitre de comment vous le prenez. Ils sont bien raison. Comment on prend les choses, comment on décide de les voir, Ouais, ça c'est notre choix. C'est notre choix absolu, c'est même notre 100% véritable libre arbitre. tout à fait. Alors ça, cette phrase-là, c'est ce qui change complètement une vie et son entourage et les événements et l'actualité. Comment je le prends? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est ce qu'on vient de dire. Mais oui, on peut toujours. On peut toujours. Et tu nous expliques, toi, en psychologie, que grandir, c'est justement dépasser les schémas appris pour passer à des schémas choisis. Grandir, c'est nous libérer. Et c'est pas simple, mais c'est possible. On Tant mieux. repense à la question du monsieur qui est pas bien dans son lit, malade, qui voit tout en noir. Mm. Et c'est pas rigolo d'avoir mal, c'est pas rigolo d'être malade, c'est pas rigolo de se sentir seul. Mais il y a quand même de bons moments, il y a quand même des choses positives. Et
l'important, c'est d'en prendre conscience. Et Dieu, il est malade, mais il n'est pas mort. Bon, en même temps, aussi cesser de penser, nous sommes élevés dans une croyance collective que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est mourir. ouais, c'est ce que j'ai. Oui. Mais c'est vrai que c'est dur de dire parfois à des gens, vous savez, la mort, parfois c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est pas une raison pour avancer l'appel. C'est dur à entendre, mais parce que ça paraît très religieux comme principe, mais en même temps, c'est pas faux. Enfin, toi et moi, on peut pas dire, on a suffisamment lu, appris, compris pour savoir que c'est pas faux et que on a tendance à faire une montagne d'une taupinière parce qu'il y a tous ceux qui voudraient réussir uniquement dans cette vie, cette notion de réussite qui nous a été implantée par, encore une fois, nos parents, grands-parents, etc. Si vous réussissez pas, votre vie est pas finie. Comme ceux qui me disent, ah, si je fais pas ma mission, ma vie est terminée, ma vie est foutue. Alors, cette histoire de mission, Ah, celle-là, elle m'énerve, mais je te laisse en parler. mission. Mais là aussi, c'est encore l'ego. Hmm. Je disais à mes élèves cours de psy, vous faites ça parce que vous voulez vous être utile, parce que vous voulez aider, etc. Peut-être que la chose la plus importante dans votre vie, c'est que vous aurez souri à un mendiant et que ce type-là ne se sera pas suicidé et qu'il aura fait quelque chose de très grand pour l'humanité grâce à votre sourire. Oui. Il faut Ouais. arrêter la mission. Oh là là là. Tu sais, tous ceux qui m'écrivent, je vais te le dire, on est presque entre nous, tous ceux qui me disent c'est quoi ma mission, je dis on n'en a qu'une, c'est d'aimer. La seule question qu'on vous posera de l'autre côté, c'est comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain. Personne ne viendra vous dire est-ce que tu as bien élevé tes chefs dans le Larzac comme c'était prévu dans ton plan, machin. Je connais personne qui est passé de l'autre côté à qui on a dit est-ce que tu es bien devenu soldat comme prévu. Est-ce que tu as bien trouvé l'antivirus contre ceci, cela. Mais non, personne. On leur demande comment ils ont aimé. Donc cette histoire de mission, c'est oui, il y a des choses qui nous amènent la joie et c'est bien de l'introduire dans sa vie et c'est merveilleux. Faites-en votre mission parce que la joie, c'est notre mission aussi, quelque Oui. part. Alors, Mais personnellement, imaginez qu'on peut échapper à sa mission, quelle erreur. On ne peut pas y échapper. c'est pas possible. Et c'est pas la peine de voir la mission à la réussite américaine avec des milliards. Je vais sauver le monde. Ah, moi, humblement, bien sûr que le plus important, c'est l'amour. Mais il ne faut pas aussi s'oublier soi-même. Parce qu'il y en a des gens qui ont essayé d'aimer les autres, mais en se martyrisant. Donc, peut-être que notre mission, c'est avant tout d'être heureux. Et je pense que quand on n'aime pas, on n'est pas heureux. Donc, le fait d'être heureux, pour moi, ça inclut qu'on prenne aussi soin de soi. Ouais, le fait d'être heureux, c'est peut-être la joie, la paix et l'amour. Si on n'a Oui, pas la joie, si on n'a pas la paix, si on n'a pas l'amour, et si en plus on n'a pas la santé, on est foutu. J'allais dire. Et c'est pas des petits objectifs, hein, c'est pas des petits objectifs quand même. c'est des énormes objectifs. Parce que quand on y regarde bien, c'est triste. Mais la plupart des humains ne sont pas heureux du tout. Hmm. Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer précédemment, plus Ils quelques sont autres. joyeusement les chéris en train de faire leur malheur eux-mêmes. C'est dur de, tu sais, quand tu parles à un psy ou à quelqu'un, souvent un des passages difficiles dans une psychothérapie, c'est le moment où tu t'aperçois que ton pire ennemi, c'était toi. C'est compliqué, ça aussi. Il faut savoir passer cette étape-là pour pas non plus recommencer en plus à s'auto-flageller encore plus parce qu'on a pris conscience que une bonne partie du problème venait de nous. Parce qu'on est élevé dans un masochisme terrible. On est élevé à se faire souffrir. Alors forcément, prendre conscience de se libérer, ben, ça met du temps. Mais alléluia, gratitude, il faut mieux se libérer maintenant de mourir sans se libérer, Alors, même si on aurait pu le faire plus tôt. ça nous fait une transition par rapport à la suite, puisque l'idée c'est de ne pas faire de soi son ennemi, mais un ami. Et tu dis la même chose à propos de la crise. Ne faites pas de la crise votre ennemi, et c'est le sixième morceau que tu nous proposes.
très honnête. Un monde qui est basé sur la consommation à outrance, Mm. le mépris des êtres humains, la destruction de la nature, et c'est une civilisation destinée à sa perte. La Terre, elle restera, mais l'humanité, c'est pas sûr. Il faut quand même qu'on évolue. Donc, c'est un peu les douleurs de l'enfantement. On est en train de changer de société. Heureusement. Ouais, Ça va peut-être impliquer qu'on voyage moins. Ça va peut-être impliquer qu'on consomme différemment. Ça va certainement impliquer des façons de vivre différentes. Ça va développer de l'amour parce qu'on va s'entraider entre voisins et on va s'entraider entre gens d'un même quartier. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrête d'être chacun dans notre petite bulle. En fait, on est chacun dans des petites boîtes, hein. La maison ou l'appartement, et avec ses petites affaires. Chacun bien enfermé chez soi. Faut arrêter. c'est quelque chose qu'on développe souvent dans Terre 2, Chantal, évidemment, que la future Terre est une Terre communautaire. Donc tu es en train de nous expliquer que faut pas en faire notre ennemi parce que finalement, ce qui arrive au monde, c'est un peu comme quand on est adolescent, qu'on commence à râler, oui, mais j'ai des boutons, j'ai des machins, j'ai la voix qui change. Mais c'est pour nous permettre de devenir adultes, de grandir plus, d'avoir des ouvertures différentes. Alors on passe par cette étape. Ouais, je bénis tous ceux qui sont passés sans la zone des boutons ou tout ce que tu veux, mais j'allais dire, et ça arrive, hein, il y a toujours des chanceux, mais l'idée c'est de dire, on est en train de grandir, notre société est en train de grandir et d'évoluer, et pour grandir et évoluer, parfois il faut qu'elle s'écroule sur elle-même pour pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors à ce moment-là, moi j'ai envie de poser une question à Chantal, qui est, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui disent, ah, ce sera mieux si tout démarrait comme avant? Ça m'en laisse sans voix. Ah, c'était mieux avant, hein. Ça m'en laisse sans voix. Parce que comment on peut penser que c'était mieux avant? C'est fou, hein? C'était moins pire, on va dire. Mais effectivement, notre monde, il a été dans l'argent, il a été dans la domination, il a été dans le pouvoir, et tout ce qui est domination, pouvoir est en train de s'écrouler petit à petit, on est en train de le voir. Peut-être même qu'on aura un autre rapport à l'argent, les amis. Imaginez que demain, tous nos comptes en banque soient à zéro. Mais s'il y a une chose qui est merveilleuse, je sais pas ce que t'en penses, Chantal, on est dans l'échange, c'est que cette crise, on est en train de la vivre tous ensemble, et c'est toujours mieux de la vivre tous ensemble que tout seul dans son coin. Tout à fait. J'ai un patient qui est journaliste, c'est un Français qui est aux États-Unis, il est journaliste à Washington, en France. Et il me disait, vous savez, euh, on parle, il y a 27 guerres dans le monde, Ouais. on n'en parle pas. Le Pakistan a été inondé de la moitié de son territoire, Mm. on n'en parle pas. Là aussi, c'est quand même très orienté sur le malheur des Blancs, hein. Il faut pas être dupe de ça aussi, hein. Mhm. Je ne pense pas qu'on aura un tel effondrement de la monnaie qu'on n'arrive plus l'argent. J'ai aucune connaissance en économie, donc je n'aime pas parler de ce que On je va connais dire que c'est pas impossible, Chantal. pas. Qu'est-ce qu'ils disent, les guides? Bah, que c'est pas impossible. En tout cas, un rapport à l'argent qui sera complètement différent et des écarts qui seront moindres parce que... On reviendra au troc, sans doute, après tout, l'argent. Ah, je pense... Ouais, non. Enfin, tu sais, de Terre 2, je pourrais te parler des guides longtemps, de tout ce qu'ils ont annoncé pour Terre 2, mais on va revenir au fait que... On va revenir, j'allais presque dire, à la gratuité, gratuité ou pas cher, quand tu seras local,
et tout deviendra un peu plus cher quand tu commenceras à chercher à l'autre bout du monde tout ce que tu veux. On va dire ça comme ça. Mais c'est C'est un ça, peu plus compliqué que ça, mais c'est ça. mais c'est quand même pas dramatique, ça. Ah bah non, ça n'a rien de dramatique. C'est justement réapprendre la communauté et s'apercevoir qu'on a déjà tout sur place et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde. C'est ce que cette crise nous a appris aussi. Et Patrick, enfin bref, Patrick Lagadec, je pense à quelqu'un qui s'occupait des crises, mais il répétait souvent que la crise, elle t'oblige à changer, mais elle t'oblige à changer positivement parce que elle permet, par exemple, dans cette crise, on s'est aperçu qu'on était dépendant en ce moment d'un paracétamol qui est fabriqué en Chine. On est dépendant de tas de choses qui étaient fabriquées en Russie. Regarde, même le gaz et tout ça, on crée une dépendance. On peut peut-être apercevoir qu'en local, on a déjà les ressources Ça, nécessaires et ça utiles. coûte Mais cher. évidemment que politiquement, il faut savoir les mettre en œuvre. Mais une fois que c'est fait, Ouais. et tu vois, c'est le mondialisme est génial, c'est super de pouvoir communiquer. Regarde, on est à l'autre bout du monde, on communique entre nous, c'est fantastique. Mais il faut pas, et c'est ce que tu expliques même dans cette sixième point, c'est qu'il ne doit pas nous faire oublier notre voisin, il ne doit pas nous faire oublier nos amis, il ne doit pas nous faire oublier une communauté locale qui peut tout à fait s'en sortir si tout le monde se mettait ensemble. Aux États-Unis, de plus en plus de gens viennent véganes, végétariens. Pour ceux qui mangent de la viande, 40% des animaux sont jetés. Alors, ils sont récupérés pour l'alimentation animale, etc. Mais sur un bœuf, tu as 40% qui est pas donné à la consommation. Mm. Or, désolé, mais des plats bien mitonés avec des bas morceaux, comme on dit, c'est excellent. Oui, c'est excellent pour ceux qui aiment la viande. Et je suis sûr que dans ce passage de l'émission, je vais avoir des remarques en bas de ouais, c'est pour faut pas tuer les animaux. Nanana. Bon, chacun son avis, vous avez chacun votre régime. Euh, Et voilà. là aussi, arrêtons d'être oh, il est ceci, oh, il est pas cela, oh. Arrêtons la haine, on a le droit d'être différent. Le monde de toute façon va changer, les valeurs vont évoluer, sans tomber dans un extrême appelé wokisme ou peu importe comment vous l'appelez, c'est pas la peine de tomber dans des extrêmes. Il y a une nécessité de tolérance qui se met en place, mais il est naturel quand les gens font face au même danger, ils deviennent tolérants. Je sais pas que tu le vois comme ça dans la crise. Quand on est face à une crise, quelqu'un qui est dans qui a faim, il finira par aller taper à la porte de son voisin. Ah, une des choses que j'apprécie beaucoup ici, c'est qu'il y a un sens beaucoup plus fort de la communauté. Un Américain, il vous voit chercher quelque chose, il vient vous voir s'il peut vous rendre service. Donc oui, je crois que en France, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup le sens de l'individualisme, basé sur la peur de l'autre, la peur du voisin, la peur, La peur d'être dénoncé pendant la guerre, même, c'est resté, t'imagines? tout à fait. Et on nous a dit, ça c'était pour des raisons sexuelles, de viol, mais ne parle pas à qui tu ne connais pas. On nous a élevés comme ça. Ouais, oui, oui, c'est cette fameuse phrase, ne parle pas aux étrangers. Ne parle pas aux étrangers. Ouais, ouais, parce qu'il y avait des peurs d'enlèvement, etc. Mais comme tu dis, c'était soumis à des peurs. Et c'est vrai que toi en Amérique et moi pareil en Amérique du Nord, j'en reviens pas à la vitesse avec laquelle on peut sympathiser avec les gens. Sont naturellement ouverts, et c'est culturellement très différent. Donc on s'aperçoit que c'est juste culturel. La peur, pourtant, elle est la même partout. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Mais tu vis dans un pays qui a été peuplé par les ventres des femmes. Le Canada, le Québec, ça a été peuplé par des familles qui avaient 24, 25, 26 enfants. hmm, Moi, je vis dans un pays où c'est le, le désir d'une vie meilleure économiquement qui a peuplé ce pays. Donc, il y a le motto, on travaille beaucoup, mais on a le droit de dépenser. Et puis après, c'est une société extrêmement complexe. Il y a une chose et son contraire. C'est très, 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 très complexe. Mais justement, finalement, ça apprend la tolérance. Et nous sommes, toi et moi, dans des pays d'immigration.
Et toi et moi, nous sommes immigrés. Oui, absolument. Et c'est même des pays d'immigration massive parce que c'est ce qui fait que ces pays tiennent encore debout. C'est un peu dur à expliquer en ce moment vu le contexte européen. Tu as dû lire comme moi les nouvelles en France. On se pose des questions pour 200 personnes. Alors que ici, typiquement, par exemple, le Canada, les amis, il va accueillir 500 000 immigrants l'année prochaine. Donc on ne se pose pas tellement les mêmes questions. Après, on va me dire que c'est une question de surface. Mais on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre dans une société qui s'autostructure un peu différemment. Bon, ouais, on va pas faire un débat politique parce que je suis en train de penser à plein de choses. Et la France a tout un tas d'avantages. Et ne vous inquiétez pas, je suis pas venu au Québec pour ça non plus. Je suis venu visiter. Ma femme est québécoise, c'est quand même bien qu'on aille voir, qu'on aille vivre un peu dans des pays différents. Mais par contre, ce que je voulais dire là, parce que je cherchais où je voulais en venir, parce qu'ils vont me dire, ouais, mais Sylvain, arrête de parler des Français comme ça. Non, mais on s'aperçoit qu'en vivant dans un autre pays, une autre culture peut engager un autre mode de fonctionnement au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais quand on le vit, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est ça, c'est des psychogénéalogies totalement différentes. Hmm. C'est des éducations totalement différentes, c'est des valeurs totalement différentes. Donc forcément, ça donne du vécu et de la tradition différente. Et chaque pays aurait à prendre le meilleur de l'autre au lieu de faire l'inverse, ça pourrait être super intéressant. Si chaque pays prenait le meilleur de l'autre, il y a des choses merveilleuses en France, il y a des choses merveilleuses ici, il y a des choses merveilleuses partout. La septième chose que tu nous proposes justement pour traverser les crises, c'est non seulement de faire, mais aussi d'être. Et là, tu nous proposes de nous réunir. Oui, de nous rendre service. Tu m'as fait penser à qu'est-ce que je regrette de la France. Ah, Bien, une des choses que je regrette, alors la nourriture, ça, oui, je suis d'accord. voilà, Je nourriture, suis d'accord. c'est même très dur, on n'a pas du tout les mêmes produits. Et l'absence des cafés. Profitez, au Canada, il n'y a pas tellement de café non plus, hein. Non, il n'y en a pas tellement. Non. Profitez de cette chance extraordinaire des cafés. C'est quand même des lieux de réunion super sympas. Profitez-en. Et là aussi, soyez dans la gratitude de vivre en France. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y en a dans les grandes mégapoles. On sait très bien que dans les grandes villes, tu vas trouver des cafés. Mais dans les petits villages en France, il n'y a pas un petit village qui n'a pas son café. Et c'est vrai que ces lieux de convivialité, ces campagnols, entre guillemets, locales, c'est quand même super sympa parce que ça crée une communauté de gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui sont capables de se râler dessus, bien sûr, mais qui sauront se trouver en cas de besoin, quoi. Ils sauront créer une La, communauté. la France a des structures de convivialité. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Ouais. Ouais, et c'est paradoxal, c'est pour ça qu'on se rend compte que pendant le Covid, empêcher les gens d'aller au café, c'est Ouais, terrible. ouais, Empêcher les gens de sociabiliser. Alors, bah, bien sûr, aujourd'hui, on a des études qui nous montrent qu'il y a eu plus de morts du confinement que du Covid. Mais, et c'est vrai, hein, ce que je suis en train de te dire, il y a vraiment des études maintenant qui sortent une à une pour nous dire que ça a fait plus de morts que le Covid, le confinement. Et on s'en doutait, malheureusement. Mais on s'aperçoit que la convivialité dans le sens de se réunir entre gens de bonne volonté pour s'entendre, on va dire, c'est essentiel pour traverser une crise. C'est peut-être ça aussi qui a été un peu, si on prend, allez, maintenant on a un peu de recul par rapport au Covid, ce qui a été très difficile pour les gens pour vivre ça, ça a été qu'ils ont été séparés, extrêmement séparés, plus que jamais, j'ai envie de dire. ouais. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement qui fait que de plus en plus de gens veulent retourner au travail en personne physique, Mm. peut-être pas toute la semaine, mais ils veulent avoir des moments de convivialité. Ah bah oui. C'est très répuissant. Ouais, mais c'est ça, une vie sociale, c'est voir des gens, hein, parce que au bout d'un moment, tu deviens, je sais pas, mais robotiser les gens, effectivement, le télétravail, c'est terrible en termes d'énergie. Alors les amis, ce soir, on discute entre moi et Chantal, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous, je vous rassure tout de suite, parce qu'ils vont nous dire on est en train de les moraliser. On est juste en train de discuter, on admet que vous ayez d'autres idées. Par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est très très important bah, d'avoir un réseau social, physique le plus possible. En tout cas, avoir des amis.
avoir des collègues, vous vous rendez pas compte, c'est de l'or. Et tu sais, les guides, parfois, ils me disent, que faut-il qu'on vous enlève pour que vous appréciez le fait de l'avoir? C'est fou, ouais. On vous enlève vos parents et on dit, ah, j'adorais mes parents, j'adorais ma mère, j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aime, ou l'inverse, à la rigueur, j'ai pas eu le temps de lui dire que je le déteste, j'ai envie de dire, mais au moins, t'as pas le temps de lui dire. On t'enlève tes collègues de bureau avec qui tu t'engueulais tous les jours, et puis moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé en disant, mais avec qui je peux m'engueuler maintenant? T'imagines? Il en est là, le mec, mais j'ai même plus personne avec qui m'engueuler. Mais il trouve pas ça bien, hein, tu vois, on pourrait se dire, il devrait trouver ça bien. Non, il trouve pas ça bien, il trouve pas terrible. Et c'est important de s'apercevoir que ces libertés sont intéressantes. Toi, tu nous dis que tout le monde est une petite lumière, en fait. Ah oui, j'aime bien ce concept-là. Mhm. Je pense que milliards d'humains, sont des milliards de petites lumières. Alors, il y a les petites lumières toutes lumineuses, humbles, humbles, hein, pas, pas Hollywood, non, 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 toute lumière, mais tout intense. Il y en a qui sont plus faiblardes, plus tristes, et puis il y en a qui vacillent. Et si chacun de nous, humblement, essayait d'être le plus lumineux possible, c'est-à-dire le plus en paix possible, le plus ouvert possible, le plus acceptant les différences possibles, mais les vibrations de l'univers seraient changées. Mhm. C'est très, très important. Et encore une fois, c'est très humble. Et comment on fait, Chantal, pour entretenir sa petite lumière? Alors, on se lève le matin dans la gratitude. On cultive l'écoute et l'accueil de l'autre dans ses différences. On essaye de faire ce qu'on a à faire avec amour. Dialogue, on avance. Au fond, pour que la lumière brille, il faut qu'il y ait le moins de haine possible, le moins de colère possible, le moins de tristesse possible, le moins d'angoisse possible. C'est pas très compliqué, mais c'est tout un travail de vigilance. La vigilance, il n'y a que vous qui pouvez être vigilant à vous-même. Vous ne pouvez pas le faire. Le huitième élément que tu nous proposes, Chantal, pour gérer la crise, c'est de dire que dans les éléments qu'on a donnés jusque-là, il y en a d'autres, et que c'est pas exhaustif. Et que... Évidemment, évidemment. Écoute, Surtout, essayez de gérer au mieux la crise pour vous, avec vos modèles à vous. Nous, on était là dans cette émission pour vous dire n'ayez pas peur. Ça va pas être la catastrophe. Ça va être l'évolution du monde qui en a tellement besoin. Je vous dis encore, lisez le livre Terre 2 parce que c'est plein d'enseignements. ah, t'es un amour. Tu fais de la pub pour mon bouquin. Tu dois être la première invitée qui fait de la pub pour mon bouquin. Non, c'est celui des guides en plus que le mien. Mais c'est gentil comme tout. Oui, ça permet d'avoir une autre vision du monde. Ouais. Est-ce que je vais essayer de résumer tout ce que tu as dit et puis je vais faire des questions-réponses comme si nos spectateurs te posaient des questions. Ça te va? Tout à fait. Allez, donc on répète un peu que les éléments que tu nous donnes. Premièrement, tu nous as proposé de ne pas nous laisser envahir par la peur et vous de répéter que la peur, c'est le premier phénomène dans le cas de crise. La seconde chose que tu nous as proposé, c'est vous laissez pas polluer par les nouvelles des amis. La troisième chose, c'était vivez le moment présent, profitez de chaque instant. Je vous en supplie, profitez de votre choucroute. C'est tellement bon, une bonne choucroute. Ah, ici. Oh, oh, oh. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Il n'y a pas de choucroute fait comme en Alsace. La quatrième chose, c'est d'être dans la gratitude. La cinquième chose, c'est de travailler la psychogénéalogie, de vous rappeler un peu que la manière dont vous avez été éduqué, ben, elle va participer à votre manière de gérer la crise. La sixième chose, on vous a proposé de respirer, de faire une pause. La sixième, pardon, c'est de vous dire,
que la crise n'est pas un ennemi, mais un élément transformateur important, et qu'il y a beaucoup de crises dans votre vie, beaucoup de maladies, beaucoup de choses où vous êtes ressorti en disant: oh, finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je voudrais dire quelque chose. Je t'en prie. Il y a beaucoup de personnes qui ont très peur de l'imprévu. Alors ça les panique complètement parce qu'ils voudraient pouvoir tout contrôler, mon Dieu, on peut rien contrôler. Mais bon, ils sont dans cette illusion-là, pour contrôler. Mm. Mais sérieux, bah, c'est pas possible. Mais ils en sont persuadés. Et finalement, avec eux, réfléchis, et ce qui a été des imprévus dans leur vie, ça a été le bonheur en général. J'imagine que tu n'avais pas prévu de rencontrer Carole. Non, pas comme ça. Je n'avais pas du tout prévu d'aller aux États-Unis, mais alors pas du tout. Je n'avais aucun rêve américain, je ne parlais pas un mot d'anglais. Jamais j'aurais imaginé que j'allais pouvoir partir aux États-Unis et ne pas le regretter. Encore une fois, tout en ne détestant pas la France. Parce que si j'étais partie en détestant la France, j'aurais détesté les États-Unis. Je m'explique, j'adore ces petits. Mm. On est en Grèce ancienne, on est près de la fontaine d'Apiage, et il y a un vieux monsieur qui se rafraîchit près de la fontaine, et puis il y a un passant qui lui dit: c'est où le chemin de Delphes? C'est par là, monsieur, vous êtes sur le bon chemin. C'est comment la vie à Delphes, le monsieur? Et le sage, le monsieur, dit: c'est comment la vie à Delphes? Épouvantable, épouvantable. Les gens sont odieux, c'est affreux. D'ailleurs, je vais à Delphes pour ça, pour fuir Athènes. Et le monsieur répond: malheureusement, à Delphes, c'est pareil. Et puis, il y a un autre monsieur, toujours voyageur, qui demande: c'est bien ce chemin de Delphes? Et même question: c'est comment la vie à Delphes? Et le sage lui dit: c'est comment la vie à Athènes? Oh, si vous saviez, qu'est-ce que j'ai passé de bons moments à Athènes. Les gens sont merveilleux, j'ai de bons amis. C'est vraiment une belle vie, je vous conseille d'y aller, de visiter. Et il lui répond: vous savez, Athènes, c'est pareil. Ouais, c'est une belle histoire. Et c'est vrai qu'on peut reproduire partout les mêmes schémas. On voit les gens qui ne changent pas finalement. Si les guides ils disent pour changer, il faut changer, c'est leur phrase à eux. Pour changer, il faut changer. Si Et tu amènes tes valises et que tu gardes les mêmes, il faut d'abord nettoyer tes valises c'est émotionnelles. impressionnant parce que ce que tu dis, c'est vrai partout. C'est comme c'est quelqu'un qui dit: oh, je change de mec, le prochain il va être différent. Ouais, il va être différent, mais si t'as pas changé, tu retrouveras vite chez lui ce que t'as pas aimé chez le précédent, hein. Parfois, je ne suis pas gentille, je leur dis à mes patients avec la plus grande gentillesse: mais si vous ne réglez pas votre problème, ce sera pareil avec le monsieur 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester forcément avec le monsieur en question, on est bien d'accord. Mais il va falloir que vous travailliez pourquoi vous attirez tel type de personne. Ouais. Qu'est-ce que Et vous alors, répétez comme schéma? la haine de l'homme, alors ça aussi, ça a été une de beaucoup de filles, qu'elles soient françaises, musulmanes françaises, chrétiennes françaises, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion. Elles sont éduquées dans méfie-toi des hommes, ils n'ont que la sexualité dans la tête, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils abandonneront, etc., etc. Alors, curieusement, c'est très curieux, parce qu'on les a élevés dans la haine de l'homme, mais en même temps, elles mettent l'homme sur un piédestal. Donc, elles ne le connaissent pas, l'homme. Mais est-ce que vous accepteriez ça d'une amie? Non. Est-ce que vous traiteriez une amie comme ça? Non. Alors, arrêtez de mettre l'homme sur un piédestal, soyez d'égal à égal. Parce que vous allez, et puis après, évidemment, quand on met quelqu'un sur un piédestal, l'autre se casse la figure, parce qu'on s'infériorise, donc il y a la haine qui ressort, et on recommence, et les hommes ceci et les hommes cela. Tant que vous n'avez pas fait la paix avec l'homme à l'intérieur de vous,
eh bien, vous allez attirer des hommes qui vont définir votre être. Donc, vous allez rencontrer des hommes qui ne Mhm. répondent pas à vos critères. Très important. Si vous voulez être heureux ou heureuse, se libérer de la haine. C'est un beau message. Je suis en train de chercher, tu sais, je suis en train de bricoler mon mode d'affichage parce que, hop, ça y est, j'ai pas réveillé, ça fait bizarre. Parce que je fais ça, c'est bêtement pour resynchroniser ta voix et l'image, il y a un tout petit décalage. Mais D'accord. Je me suis dit qu'il y avait un petit décalage. ouais, mais ça va quand même, ça revient un petit peu. Ça va t'arranger. Ouais, bah je sais pas. Bon, écoute, on t'entend bien, il y a un décalage d'une demi-seconde, donc globalement ça va, ne t'inquiète pas. C'est c'est très intéressant de parler de crise, tu vois, on s'est proposé cet échange comme ça, toi et moi, on s'est dit, allez, on discute de ça, on fait une petite trame et puis on verra bien ce qu'on raconte et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais essayer de te poser deux, trois questions quand même, Oui. qui est, alors, tu sais, il y a deux grands spécialistes dans le monde, et là je vais utiliser ce que j'ai appris moi de mon côté, mais il y a deux grands spécialistes dans le monde de la crise, et c'est les pompiers et les militaires. C'est même leur métier de gérer la crise. C'est leur métier de gérer la crise, et eux, pour gérer la crise, ils utilisent une méthode qui est très simple, ça s'appelle l'entraînement. Autrement dit, ils s'entraînent à gérer à l'avance des situations de crise. Est-ce, quel est, quel- Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, humainement, pour pareil, un petit peu avoir, être prêt, avoir un espèce de bagage de notre côté? Qu'est-ce qui peut nous préparer? La crise est mon amie. Ah, Je te répète ça. La crise est mon amie. Je suis capable de gérer la crise. Qu'est-ce que la crise m'apprend? Tout ce qui est positif lié à la crise. c'est peut-être aussi voir comment on s'est sorti de toutes nos petites crises aussi, et d'être capable de regarder un peu qu'on l'a déjà fait, qu'on a déjà été entraîné, qu'on a déjà survécu à tout. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Absolument. Parce qu'on Mais est, on est entraîné en fait. Tu sais, les policiers, les pompiers, ils sont entraînés, mais ils sont jamais entraînés à aller dans la maison qui est 132 rue machin. Ils s'entraînent dans des trucs qui sont pas forcément la taille du bâtiment qu'ils vont rencontrer, ou etc. Mais c'est des situations similaires. et puis jamais le pompier va aller, après entraînement, éteindre un feu en disant je vais pas y arriver. Non, Ça, c'est très important. non, parce qu'il l'a déjà fait. Il faut se souvenir qu'on a traversé la crise de l'adolescence, on a traversé pour nous la crise de la cinquantaine, Euh, on a traversé, euh, on a traversé déjà plein de crises, donc on a déjà les outils. Euh, Toi, tu parlais tout à l'heure du phénomène d'amplification médiatique de crise, en fait. On s'aperçoit que les médias, ils amplifient le phénomène de crise. Et est-ce que tu penses que la méditation des exercices comme ça font l'inverse? Ah ben, bien sûr, évidemment, évidemment. Alors, c'est quoi méditer pour toi? C'est j'écoute une petite cassette avec une méditation audio ou je respire? Qu'est-ce que tu nous proposerais comme méditation qui peut nous aider? Alors déjà, démystifier la méditation. Parce que non, il ne faut pas, en plus du reste, que vous méditiez. Non. Vous n'êtes pas là pour vous faire braire. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal au dos sur un coussin de méditation qui vous fait mal au dos. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Vous êtes là pour vous faire du bien. Alors il faut que méditer, ce soit agréable. Parce qu'autrement, vous ne le ferez pas. Ça, donc, vous vous mettez confortablement. J'ai des patients qui me disent, je médite allongé. Et alors, ils ont le droit, du moment que ça leur convient et du moment que ça les aide à méditer. Moi, personnellement, j'aime bien être assise, tout simplement, pas en position de lotus, je suis pas simplement. Et j'essaye de me centrer sur ma respiration. Et j'essaye de ne pas m'accrocher à mes pensées, de laisser passer comme les nuages dans le ciel. Alors, j'ai fait des méditations dirigées sur mon site internet. Elles sont gratuites. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire.
n'hésitez pas à les utiliser si ça vous fait Sur plaisir. ton mur Facebook, sur ton site? Sur mon site, sur Ah, Chantal Rialan. allez, je passe la diapo. Hop! Mon Big Bang intérieur, chantalrialan.com. Voilà le site de Chantal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Effectivement, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Méditation. Pardon, je reviens vers toi. Merci à toi, au contraire, de montrer, c'est plus facile quand on. Ouais. J'ai des patients qui sont très heureux avec les méditations d'une app sur les portables qui s'appelle Petit Bambou. Ouais. Mm, mm. Le but de la méditation, c'est de vous centrer sur vous-même éternel et infini. Le but de la méditation, c'est d'être. Alors forcément, quand vous êtes pas en train de vous tracasser, il n'y a pas de crise, c'est au-delà. Vous êtes vous-même, et vous êtes votre âme, et vous êtes cet être éternel. Et 5 minutes, 10 minutes suffisent. Chantal, je vais te reposer d'autres questions, mais si tu veux bien, on va synchroniser la vidéo. C'est-à-dire que je vais Oui, raccrocher Skype et je vais te rappeler tout de suite. oui. Alors on fait ça, regardez, en live les amis. Hop, on éteint, hop, on rallume. Ce fameux bruit de Skype nous pète les oreilles. Voilà, je vais te laisser remettre l'image. Ah, Ah, et ben voilà, t'as un et c'est nouveau. maintenant. Ah bah c'est Ah, synchro là, c'est direct. Mais ça arrive souvent. Quand on est très longtemps en Skype, il se peut que ça décale un petit peu. d'accord. Mais c'est toujours mieux de t'entendre en direct. Donc, oui, des petites méditations, un petit peu au moment présent, écoutez-vous, respirez, des trucs simples. Peut-être pas forcément des méditations longues, parce que ce qui énerve les gens, c'est de dire, ah, j'ai pas une demi-heure devant moi. Et vous savez, il faut beaucoup mieux méditer 5-10 minutes et le faire vraiment avec le cœur et la joie, et quitte à recommencer, plutôt que de méditer une demi-heure comme si on avait fait, on était champion de la spiritualité, oui, moi, et puis de recommencer dans je déteste, je critique, Non, il faut mieux faire les choses simplement, pas longtemps, mais efficacement. Oui, des petits exercices, et surtout, souvenez-vous que la méditation, c'est un exercice qui marche sur la longueur. Vous espérez un bénéfice à la première fois, il y en aura déjà un, vous vous sentirez déjà un petit peu mieux. Mais sur la longueur, parce qu'on vit aussi dans une société, Chantal, et c'est peut-être gênant pour une crise qui voudrait résoudre la crise tout de suite. Il me faut une réponse immédiate. Le temps, faire avec le temps. Et la méditation, c'est un chemin. C'est pas la médaille olympique de la meilleure méditation. C'est être. Et puis pour certains aussi, euh, la beauté. Pour les matinaux, il y a des levées de soleil parfois splendides. Admirer. Ah, pour les moins matinaux, ils vont voir le coucher de soleil qui est splendide aussi. Exactement. Personnellement, je suis pas matinale. J'adore les couchers de soleil. Ah, c'est l'inverse. Moi, il y a des très beaux couchers de soleil. Chantal, il y a probablement qu'on t'aurait posé la question qui consiste à dire par rapport à des crises de couple, euh, qui est un type de crise, hein. On parlait plutôt de la crise en général aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui sans doute t'auraient posé la question de dire la crise dans un couple, quel est le rapprochement? Est-ce que la méthode que vous donnez ici, les 6 ou 7, 8 étapes que tu viens de donner, correspondent aussi à d'autres types de crises qu'à une crise générale? Je t'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi sur le thème crise de couple. Eh ben, je pense, moi je vais te donner mon avis, oui, quand on regarde tes étapes, oui, prendre du recul, peut-être penser aux autres, demander l'avis peut-être aux autres, pas être égocentré sur son opinion. On peut reprendre un peu tout ce que tu as dit, rester dans le silence, penser à la psychogénéalogie, c'est-à-dire finalement, Alors, je vais essayer de prendre juste 5 minutes pour ouais, expliquer comment se fait un couple. ouais, D'abord, on est martelé dans notre société, le bonheur, c'est le couple. hmm, Bon.
Et il y a des tas de gens qui sont pas si mal que ça tout seuls et qui se désolent parce qu'ils ne sont pas en couple. Bon, alors vous pensez bien qu'on va rechercher l'homme ou la femme idéale. Ok. Et tout d'un coup, on tombe amoureux. Qui a envie de tomber? Personne, mais on tombe amoureux et on considère dans notre société que c'est génial de tomber amoureux. Alors c'est vrai que ça nous stimule. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on a enfin rencontré la personne qui nous correspond et on est tout heureux, tout joyeux, etc. Oui, mais avec le fil du temps, ça se gâte. Parce que, en fait, ce que l'on aime, c'est une projection que l'on a en nous et qu'on projette sur l'autre. L'autre devient le porte-manteau de la femme idéale ou de l'homme idéal dont j'ai. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que l'autre a des défauts. Petit à petit, on s'aperçoit que l'autre reproduit des choses de notre famille, etc., etc. Et il y a un moment où il faut se dire, mais on ne se le dit pas, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de la solitude, on a peur de faire du mal aussi, on a peur de faire souffrir, et on continue tant bien que mal. Mais il y a un moment, il faudrait se dire, bon, la personne dont je rêvais s'avère ne pas être la personne. Est-ce que je continue avec cette personne? Et c'est là que l'amour, le vrai amour commence. Rien à voir avec l'amour amoureux qui est une projection. Ou soit on se sépare parce qu'il y a trop de choses qui nous différencient. Généralement, on n'a pas le courage de se séparer, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un couple? C'est que on attend de l'autre des choses qu'il ne peut pas nous donner. Et on reproduit ce qui s'est passé dans notre famille, et lui ou elle aussi. Hein, ça se fait à deux. Alors, l'homme parfait et la femme parfaite, ça n'existe pas. C'est pas romantique ce que je vous dis, mais nous rencontrons nos amours pour évoluer, pas pour nager en plein bonheur à la Disney World. Hein, non, on est là pour évoluer. Il y a une chose qui peut beaucoup aider, c'est les réunions de couple, une fois par mois. On se fait un petit moment sympa qui vous convient, et puis on discute de ce qui va bien d'abord, et ensuite de ce qu'on peut améliorer. Mais, par exemple, mettons qu'on a un mari radin. Si on lui dit, tu sais, t'es vraiment radin, j'en peux plus, c'est passeport pour la scène de ménage, hein, ça marche à tous. Par contre, si on dit, écoute, ton attitude par rapport à l'argent me pose parfois problème, et je voudrais qu'on trouve un terrain d'entente pour que toi tu sois à l'aise et que moi je sois à l'aise. Et qu'on discute précisément de cet achat que tu veux faire ou pas faire, etc. Il y a toujours, je pense que le but de la vie, tant qu'on va apprendre la tolérance, on va avancer. Tant qu'on est dans la haine, j'ai raison, l'autre a tort, etc., on stagne, on recule. T'inquiète pas, je suis là. J'ai pas disparu, j'ai écouté ça attentivement. Moi, je voudrais bien sûr te remercier parce que je réfléchissais aux questions, puis je me dis on a répondu à beaucoup de questions parce qu'on a fait ça un peu entre nous, on a fait ça un peu au fil de l'eau. Les amis, on n'a pas fait ça pour vous casser le moral entre Noël et Nouvel An. Je, Au contraire, Ouais, je tiens à vous le dire. On a donné notre avis, ça n'engage que nous aussi, hein, ça on tient à vous le dire aussi. Il peut y avoir d'autres visions, il peut y avoir d'autres échanges. Effectivement, on a donné un peu notre avis sur tout ça.
Ce qu'on voudrait vous... je vais donner tes sites juste après, Chantal. Ce qu'on voudrait vous dire, les amis, c'est que cette époque est merveilleuse. Ça fait un peu bizarre de dire, oh, quelle époque formidable. Mais pourtant, elle est formidable parce que, vous voyez, quand je parle aux guides, ils me disent, vous êtes dans un feu d'artifice. Alors, et c'est vrai que quand on dit aux gens feu d'artifice, ils s'attendent plutôt au côté, wouh, Oui, wouh, wouh, et pas, ouh, putain, ouh, là. Ça peut donner cette impression-là, mais quelle époque merveilleuse, ça arrive, si j'écoute les guides, ça arrive une fois tous les 25 000 ans, la crise qu'on est en train de vivre, une crise systémique, c'est-à-dire un moment où tout s'effondre pour créer une nouvelle civilisation. Et on n'est pas à l'aube c'est pas rien quand même de dire à l'aube d'une nouvelle civilisation. bien sûr. Mais quel défi, et puis de vous dire, tous ensemble, on va y arriver, pas parce qu'on est les meilleurs, hein, mais juste parce que c'est naturel d'y arriver, parce on a toujours réussi sur Terre à évoluer dans tous les contextes. Et n'oublions pas qu'on a choisi de s'incarner maintenant. Et donc, on a choisi d'être les pionniers d'un monde dont nous ne verrons pas forcément la fin. Et c'est vrai que parfois, ça peut être frustrant de se dire, je suis en train de faire ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais c'est bien aussi d'être le pionnier, c'est une belle aventure d'être les pionniers. Et puis, même quand on aura changé de camp de conscience, il est probable qu'on verra ce qui se passe. Oh bah de toute façon, on va surveiller ça de loin. En attendant de surveiller ça de loin, Chantal, j'invite les gens à te suivre de près. Et je leur rappelle que pour te voir, alors ils ont ton site qui est chantalrialan.com, hein, c'est tout attaché. Ah, t'as fait comme moi, mais j'ai pris sylvainlidlo.com. Toi, t'as pris chantalrialan.com, dans lequel tu nous proposes maintenant de t'abonner à un podcast. Tu vas nous en faire un régulièrement, et peut-être même que d'ici que la vidéo elle sorte, tu auras fait le podcast qui concerne justement la gestion de crise et qui reprendra ces 8 points. Est-ce que tu peux Oui, nous parler un peu de ce podcast, cette idée de faire des podcasts comme ça, des ben, balados? ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit que j'avais envie de transmettre gratuitement le fruit de mon expérience. Ouais, mais tu as une Ça, grande expérience, hein. ça fait un peu pompeux. Ouais, mais on va pas la renier. Et que, merveilleuse technique. Et c'est deux patients qui m'ont encouragé, m'ont donné l'idée de faire ce podcast. Pourquoi vous ne faites pas un podcast, Chantal, etc., etc. Bon, qu'est-ce que c'est, blablabla. Et puis, un dimanche matin, je me suis réveillée très en forme. Le matin, en général, j'ai un peu sommeil. Et j'avais l'impression d'être sortie d'un endroit très, très lumineux. Et je me suis dit, mais ton podcast, tu vas l'appeler Bienvenue sur Terre. Voilà. Mm. Il a fallu trouver le temps, l'organisation, prendre conseil. J'ai la chance que Jean-Marc Brissat me le mette en visuel et en son. Ouais, c'est super bien fait, hein. Mm. Il travaille merveilleusement bien et c'est un grand plaisir de travailler avec lui. Et voilà, alors Et tu vas nous proposer des thèmes comme ça au fil de l'eau, ouais, de ce qui je te vient. pense que le prochain thème, tiens, tu me fais m'engager là, Après la crise, ce sera quoi? je crois que c'est communiquer avec nos guides. Ouais, ça peut être sympa. Parce que c'est quand même nos meilleurs amis. Ça, c'est quelque chose que j'aime chez toi, c'est que j'aime tous les psys, rassurez-vous, mais tu es une psy qui est très ouverte à ce monde-là et c'est ce qui te fait faire parfois du coaching spirituel aussi. Ben, j'ai eu beaucoup de chance, merci l'Amérique, parce que quand Anthony Chen de Tistria Mm. est venu m'interviewer, il était aux États-Unis, il est venu m'interviewer sur la psychogénéalogie. Mm. Je dis, mais Anthony, moi je ne veux pas parler que de la psychogénéalogie, je fais aussi d'autres choses. Et là, j'ai osé dire, parce que j'étais loin de la France, et j'ai demandé qu'on appelle l'interview Vivre sa divinité intérieure, ce que je n'aurais jamais osé faire en France. Et ça m'a donné de la liberté. Et après, c'était vivre spirituellement au quotidien. Et là, maintenant, je continue. Et c'est sympa parce que comme je dis que je suis ouverte à ça, alors rassurez-vous, hein, j'ai des patients qui ne se croient pas du tout en tout ça. Oui. J'ai des patients très religieux. Alors je leur dis, mais surtout faites-en quelque chose de votre religion. Faites un travail sur vous, avancez. Mais en général, j'attire des personnes qui sont ouvertes à ça. Tu prends des nouveaux clients, Chantal? Oui, tout doucement, j'ai un petit peu de délai, mais je prends des nouveaux clients.
Bon, vous avez une page contact sur le site qui doit permettre de te contacter. Oui, c'est Chantal Rialan at Ouais, Gmail. ouais, ouais, ouais. Il y a une petite page contact. Mais écoute, moi, il me reste plus qu'à te remercier. Je vais parler aux gens de notre prochain invité. Et puis, je vais te laisser les mots de la fin, comme d'habitude. Ça te va? N'ayez pas peur, la Ah vie non, est... non, non, attends, attends, c'est pas encore maintenant les mots de la fin. D'abord, c'est moi qui parle. Je te les laisserai après, t'inquiète pas. Les amis, je vous remercie. Cette émission est enregistrée, donc c'est vrai qu'elle était un petit peu moins interactive que d'habitude. Mais on a essayé avec Chantal de vous préparer une émission comme ça, entre nous. On a essayé d'aborder vraiment tout ce thème de la crise. Souvenez-vous, vous êtes déjà prêts. Et puis, crise égale opportunité, menace égale opportunité, toujours. Et bah, je vais vous parler de ma prochaine invitée. Alors, ma prochaine invitée, je vais même pas vous dire qui c'est parce que c'est un peu aléatoire. Ce sera sûrement une émission enregistrée aussi, sûrement avec une dame qui raconte des histoires, mais comme j'en suis pas encore complètement sûr, j'espère que ce sera elle. Et on se voit donc, vous vous rendez compte? Là, on est au mois de novembre et je vais vous dire à l'année prochaine parce que c'est la dernière émission de l'année pour moi. Donc, j'espère que vous avez déjà passé des bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite vraiment de passer cette année 2022-2023 sous les meilleurs auspices. On a fait cette émission qui paraît un peu étrange de parler de crise entre deux, justement pour vous dire, allez, nouveau challenge, vous savez, il y a toujours au mois de janvier ces bonnes résolutions qu'on prend. Bon, on va vous aider, on a essayé de vous aider un petit peu à prendre ces résolutions par rapport à ce monde et à cette nouvelle terre que nous préparons tous. Alors moi, je vous remercie de tout cœur d'être là avec nous. Et puis Chantal, je te laisse les mots de la fin pour cette émission en te remerciant encore d'avoir accepté de faire cette émission sur Terre de TV. Et je crois qu'on va, pour terminer, dire surtout ne pas avoir peur, accueillir ce qui va se passer et remercier pour l'évolution que ça va nous apporter. Merci Chantal, à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ah bah, avec plaisir.